En manchette, incendie du pont du Buc, Saguenay se souvient. Un film sera tourné à Arvida en 2015. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Web Journal du mercredi 10 décembre 2014. Une cinquantaine de personnes se sont réunies sur le pont Sainte-Anne pour une marche symbolique afin de souligner le premier anniversaire de l'incendie sur le pont du Buc. Une occasion idéale pour faire le point sur les événements de l'an dernier. Jacob Cassidy, plusieurs conseillers de Saguenay s'étaient déplacés pour l'occasion. En effet, Laurie, plusieurs élus municipaux étaient rassemblés aujourd'hui sur le pont Sainte-Anne afin de se commémorer les événements de l'an dernier. Dans la nuit du 9 au 10 décembre 2013, un incendie se déclare sur le pont du Buc. À la suite de l'événement, l'infrastructure reste fermée pendant une dizaine de jours, pendant lesquels les citoyens de Chicoutimi n'ont d'autre choix que de traverser à pied par le pont Sainte-Anne. Ça complique quand même les choses parce que faire le grand tour par Jonquière, c'était pas évident. Mais on a eu quand même un beau service de la STS. Ça, je pense que c'est quand même très bien. Puis une belle gestion de crise quand même, malgré tout, là. Un an plus tard, le maire de Saguenay, Jean Tremblay, voit cet incident comme une belle façon de mettre à l'épreuve le plan d'urgence de la ville. Le téléphone sonne, il est 1h du matin. Puis là, il faut que tu rentres, il faut que tu t'en ailles au local d'urgence. Et là, il faut que tu dises, tes autobus, c'est supposé être prêt. Un aller-retour symbolique sur le pont Sainte-Anne a permis de se remémorer l'élan de solidarité qui a soufflé sur la région il y a un an. L'événement rappelle également au conseiller Marc Peterson l'importance de construire un nouveau pont à Saguenay. Ça me rappelle un événement malheureux là, parce qu'on a été 10 jours là, pris en otage par le pont fermé. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas condamner le trafic pour l'éternité sur le pont du Buc. Il ne faut pas se condamner pour avoir ce pont-là pendant 100 ans. Là. Pour certains, la circulation n'est pas le seul facteur qui cause problème sur le pont du Buc. C'est plus question de tout le transport lourd de matières dangereuses qui vient de la Côte-Nord. Maintenant, les gens de la Côte-Nord ne passent plus presque par la Malbaie. Ils passent par ici parce que la route est beaucoup plus belle. Selon le maire de Saguenay, les démarches pour l'obtention d'un nouveau pont sont toujours en cours et pourraient prendre encore plusieurs années. Jacob Cassidy, ATM Nouvelles, Saguenay. La marche d'aujourd'hui au pont Sainte-Anne à Chicoutimi était une façon de boucler la boucle sur cet événement pour les citoyens. On se souvient que le transport avait causé plusieurs maux de tête pour les résidents de la Rive-Nord. Maxime Auger, comment ont-ils réagi face à cette situation? Eh bien, Laurie, aujourd'hui, j'ai principalement rencontré des gens du milieu politique et du monde des affaires. Toutefois, ces derniers m'ont mentionné que le transport, ça en avait plutôt bien tiré à ce sujet. Et puis, vous avez rencontré la personne qui a créé une mosaïque des sourires des personnes qui traversaient le pont Sainte-Anne. Et oui, il s'agit de Gérard, de Gaétan Taillon, pardon. Et il m'a mentionné qu'il a fait ce projet avec l'aide de son fils. Il m'a expliqué le processus, on l'écoute. Je me tenais dans les côtés, en arrière de mon appareil. Puis quand le monde passait, je leur disais, je prends votre sourire pendant que vous l'avez encore. Ça faisait comme un peu une émission d'un sourire. Puis là, je les prenais en rafale, puis comme ça tout le long. Puis c'est vrai que le monde a de bonne humeur. Ça a été comme ça a changé la routine. Il a par la suite l'intention d'agrandir sa mosaïque pour l'offrir à la ville de Saguenay pour qu'elle puisse être exposée à la pulperie de Chicoutimi. Du moins, c'est son souhait. Et puis l'an dernier, il y a le Centre alternatif de déplacement urbain de Saguenay qui a développé un système de covoiturage pour dépanner les gens. Et oui, il s'agit d'un site web qu'ils ont créé quelques heures après les incidents. Le coordonnateur de CADUS explique que le site a connu une portée plus grande qu'il espérait. On l'écoute à ce sujet. On s'est rendu compte que la demande était plus grande que ça. Il y avait même du monde d'Alma qui voulait s'en servir du site. Alors, pendant l'année 2014, on a mis en ligne montrajet.ca, qui est un site pour la phase 1, un site une plateforme de covoiturage. Fortin vient de mentionner la phase 1, mais qu'en est-il de la phase 2? Eh bien, comme il est possible de faire son trajet avec plusieurs modes de transport, soit la marche et son véhicule, le CADUS a l'intention d'introduire le système de transport en commun à sa phase 2, donc soit avec la STS et Intercorps. Toutefois, cela devrait se produire au courant de l'année 2015. Eh bien, merci beaucoup, Maxime. Ça fait plaisir, Laurie. Le président de Produits forestiers résolus, Richard Garneau, a profité de sa conférence devant les membres de la Chambre de commerce de Saguenay pour inviter la population à se mobiliser contre les groupes activistes. Cette demande arrive tout juste après la décision de la compagnie Best Buy de mettre un terme à son partenariat avec PFR à la suite des menaces de Greenpeace. Un reportage de Charles-Antoine Rondeau. Près d'une centaine de gens d'affaires et de travailleurs de la région se sont déplacés pour venir entendre le président de Produits forestiers résolus, Richard Garneau, parler des défis de l'industrie forestière.
La décision de Best Buy de ne plus imprimer de circulaires sur les papiers de PFR a ramené en premier plan les conflits avec les groupes activistes. Ces grosses fiertés-là d'associer un circulaire qui est imprimé à l'usine, fait à l'usine de Kenogami, ça, au gaspillage de la forêt boréale, là, et il y a toute une marge. M. Garneau croit que l'impact de la pression de Greenpeace, qu'il qualifie de terrorisme économique, et la décision de Best Buy auront un impact négatif important sur les activités de la papetière. C'est pas seulement l'usine de Kenogami qui va être affectée parce qu'il y a des copeaux qui sont fabriqués par les scieries, puis il y a des travailleurs forestiers. C'est que quand tu additionnes tout ça ensemble, je pense que ces actions-là, vraiment, des menaces puis du chantage. Best Buy a décidé de mettre fin à son partenariat à cause de la perte de la certification FSC de PFR. Le président du syndicat national des travailleurs des pâtes et papiers d'Alma, Jean-Pierre Lebel, croit qu'il est temps que la population se lève. À un moment donné, la région, il va falloir qu'elle monte qu'elle tient à cette compagnie-là. Parce qu'au bout de ligne, c'est toujours les travailleurs qui payent. On commence à être tannés. Présent sur place, le député de Dubuque, Serge Chimard, s'est dit d'accord avec les propos du président de PFR. De son côté, le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, prône la discussion. Présentement, là, le joueur qui manque, là, celui qui regarde passer le train, c'est le gouvernement du Québec. Là, il faut qu'il s'implique pour jouer un rôle de médiateur, de facilitateur, d'arbitre, appelez ça comme vous voulez. Là. Reste à voir si la conférence aura les effets voulus sur la population et si PFR réussira à s'entendre avec Greenpeace. Charles-Antoine Rondeau pour ATM Nouvelles, Saguenay. Les agents correctionnels du centre de détention de Chicoutimi se sont regroupés pour manifester ce matin. Ils étaient une dizaine à protester contre la fusion des établissements de détention de Roberval et de Chicoutimi. Le président du syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec, Mathieu Lavoie. On veut, premièrement, que nos agents ici aient des réponses face à la fusion, qu'il y ait le moins d'inconnus possible dans la fusion pour, dans le fond, diminuer aussi le degré d'anxiété de ces gens-là. Parce que c'est 70 familles à Saguenay qui vont être déracinées vers le lac Saint-Jean, vers Roberval. Lavoie dénonce, entre autres, l'augmentation des coûts de déplacement que causerait une telle fusion. L'enseignant en emménagement et en urbanisme au Cégep de Jonquière, Marc Bouchard, croit qu'il faudrait développer le réseau routier du Saguenay autrement plutôt que de construire un deuxième pont à Chicoutimi. Son point de vue diffère de celui des intervenants présents ce matin à la marche, soulignant l'incendie du pont du Buc il y a un an. Ma collègue Dominique Gobeil a discuté avec lui plus tôt aujourd'hui. Bonjour, M. Bouchard. Premièrement, quelle est la raison principale pour laquelle vous êtes contre la construction d'un nouveau pont? En réalité, le développement du réseau routier s'est fait dans les 100 dernières années de façon très aléatoire et très étalée. Et l'installation d'une nouvelle infrastructure, donc un nouveau pont, par exemple, dans ma façon de voir, encouragerait encore une fois l'étalement, donc le déplacement des gens en voiture et tout ça. Et on s'aperçoit que dans la majorité des pays actuellement là, où ils ont une vision un peu plus durable, on s'aperçoit que d'offrir ou d'augmenter l'offre en transport, donc continuer à construire des routes, est quelque chose dans lequel ils essaient de moins s'orienter, moins diriger. Fait en réalité, on devrait arrêter de construire des infrastructures routières pour essayer de mieux se déplacer. Parce que, de toute façon, pour donner une idée, on a déjà 1300 km de route à Saguenay, puis des infrastructures quand même qui sont assez dispendieuses. Pourquoi on continue à construire alors qu'on n'est même pas capable d'entretenir ce qu'on a déjà? Et même avec le développement industriel comme la mine Ariane Phosphate et le transport de matières dangereuses, ça ne serait pas nécessaire un deuxième pont? Personnellement, je crois que non, parce que de toute façon, les matières premières, on a développé le réseau de camionnage. On pense que les camions sont des systèmes plus rapides, mais en réalité, en termes de durabilité, on est beaucoup mieux avec des systèmes de transport qui sont plus d'envergure, le train, par exemple, ou à la limite le bateau, parce que c'est des infrastructures qui sont naturellement, donc, qui ne sont pas nécessairement, où il y a moins de contact avec la population, puis qui sont faits pour transporter plus de matière. Fait que si on veut transporter du volume, on est beaucoup mieux dans des systèmes de transport comme celui-là que par camion, par exemple, donc de développer encore des ponts, encore des routes et ainsi de suite. Après l'incendie du pont du Buc, c'est quoi les questions qui sont restées sans réponse selon vous? Bien, c'est sûr que le débat autour de ce qui est arrivé il y a 12 mois, presque 12 mois maintenant, c'est effectivement, est-ce que, qu'est-ce qu'on fait si le pont ferme? Donc, déjà, qui est un événement assez rare. Il faut avouer que le pont a été mis en opération, je pense, en 1973, 72, 73. Ça fait donc 40 ans que le pont est en opération. C'est un cas fortuit, des travaux. C'est comme les gymnases dans les écoles qui prennent en feu parce qu'il y a de la rénovation. Bien là, on rénovait un pont, puis il y a eu un accident. C'est ça, c'est pas quelque chose qui arrive si souvent que ça, de un.
Puis oui, on a mis en lumière la question de la sécurité, on a mis en question la sécurité publique, par exemple, mais on est en train de toute façon de mettre en place des postes de pompiers du côté nord. On s'est quand même aperçu qu'effectivement, il y avait comme un questionnement parce que quand on n'est pas confronté à une problématique comme celui-là, on n'est pas nécessairement toujours prêt, on l'essaye, on a des schémas de couverture de risque. Et là, ils se sont aperçus que, oui, mais on peut-tu vraiment laisser passer, par exemple, les véhicules d'urgence, parce que ça a été la question, l'accès à l'hôpital, parce qu'effectivement, on a un seul hôpital qui est celui de Chicoutimi dans ce cas-ci, qui est situé à Chicoutimi, dans l'arrondissement de Chicoutimi. Donc, est-ce qu'on a vraiment accès? On a un pont à côté qui était l'ancien pont. Est-ce qu'il est encore bon? On peut-tu faire quelque chose avec? Les aménagements qui nous permettraient, à la limite, de l'utiliser ne sont plus là. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait investir un peu sur réaménager les 2 ponts qu'on a actuellement, qui nous permettraient probablement de répondre à la majorité des cas en sécurité publique? Donc, est-ce qu'il reste des questions? Moi, je pense que le ministère prévoit déjà dans les 5 prochaines années, là, autour de 45 millions de rénovations, parce que oui, il y a des problèmes de friction. Là. Il y a des endroits où, par exemple, il y a des accrochages plus réguliers. Donc ça, je sais que les plans sont déjà faits. Le ministre Gaudreault avait, l'année passée, annoncé, justement un peu après, au mois de mars, avait annoncé effectivement qu'il y avait un plan pour les 5 prochaines années. Et ça, je pense que ça peut répondre très, très, très bien, là, parce que, puis, en même temps, c'est un pont qui a été construit dans les années 70. On sait que depuis 70, il y a eu une explosion du nombre de véhicules sur la route. M. Peterson parlait d'à peu près 50 000 personnes qui sont au nord et qui voyagent. C'est vrai, mais est-ce qu'on doit nécessairement répondre à ce type de demande-là? Je donne un exemple. Si votre enfant vous demande du chocolat pour déjeuner le matin, pas obligé d'y en donner. À un moment donné, il faut dire non, il faut s'alimenter correctement. Bien, moi, ma vision, c'est en termes de transport, en termes de déplacement, mais il faut se déplacer adéquatement. Si les gens décident d'aller s'installer loin, puis venir travailler à Saguenay, Jonquière ou Chicoutimi, par exemple, c'est, à mon avis, des choix de société qui sont coûteux pour nous. Puis je ne vois pas pourquoi on encouragerait cet élément-là parce que ça coûte très cher. Donc, même en se projetant dans l'avenir, ça ne serait pas pertinent d'avoir un nouveau pont? Personnellement, je ne crois pas. Parce que je ne pense pas qu'on va aller vers encore une augmentation énorme de l'utilisation de la voiture. Je vois mal, on est déjà rendu à 2 véhicules par famille. Je ne pense pas qu'on monte à 3 puis à 4. Et je pense que la rareté du pétrole, parce en tout cas, plusieurs personnes croient déjà qu'on s'en va vers une période où il va y avoir beaucoup moins de pétrole, va faire qu'on va probablement réduire ou devoir réduire nos déplacements de toute façon. Puis ce qui va faire que je ne crois pas. Si tout le monde décide d'aller s'installer je vous donne un exemple, Saint-Honoré, puis travaille à Chicoutimi, bien là, à un moment donné, on va dire que c'est un problème d'étalement urbain, donc c'est un problème de déplacement. Puis je pense qu'on va devoir travailler dans les prochaines années sur une meilleure planification de nos déplacements. Puis, et ça pour le bien-être économique de nos familles, parce que une étude de fiscalistes qui est sortie il n'y a pas longtemps pour le regroupement des conseils régionaux en environnement disait que c'est déjà 8 000 par année qui est mis sur la voiture, alors que la maison, c'est 13 000. Puis ça, c'était pour une voiture par famille. Au Saguenay, on sait qu'on est beaucoup de voitures par famille, principalement parce qu'on a peu de transports en commun où il n'est pas très bien planifié. Donc, pensons plutôt de transport en commun. On va simplifier tout, on va mettre moins de monde sur les ponts. Puis je pense qu'on peut on peut utiliser seulement les ponts qui sont en place. Merci, M. Bouchard. C'est à vous, Laurie. C'était Dominique Gobeil qui rencontrait l'enseignant en aménagement et en urbanisme au Cégep de Jonquière, Marc Bouchard, au sujet d'un 2e pont à Chicoutimi. L'évêque du diocèse de Chicoutimi, Monseigneur André Rivet, soutient que plusieurs défis attendent l'Église catholique, comme celui de recruter davantage de prêtres. De passage ce matin dans le cadre du Cercle de presse, il a comparé le clergé à d'autres organismes qui ont eux aussi de la difficulté à rassembler des bénévoles. Samuel Desbiens, plusieurs autres défis sont au cœur des préoccupations de Monseigneur Rivet. Effectivement, Laurie, de nombreux défis attendent le milieu religieux et pour la plupart de ces défis, eh bien, ils datent de quelques années déjà, mais malheureusement, on n'a toujours pas été en mesure de trouver les solutions aux problèmes récurrents du milieu religieux. Monseigneur Rivet mentionne notamment qu'il est important d'éveiller la foi de la population québécoise. Il est bien au courant du fait que, évidemment, le Québec n'est plus ce qu'il a déjà été en termes de croyances religieuses, mais néanmoins, il soutient que c'est tout de même important d'éduquer aux jeunes et aux moins jeunes la religion et la foi. Mais c'est important d'éveiller, c'est important d'éduquer.
Mais il faut aussi entretenir cette religion et cette foi. Et il note d'ailleurs qu'une très faible proportion de la population nourrit suffisamment sa foi. Je vous laisse l'écouter à ce propos. Faible proportion de notre population qui est baptisée, mais qui nourrit tellement peu sa foi que c'est comme si c'était... Et quel est le rôle des parents dans cette éducation exactement? Eh bien, autrefois, on avait confié un rôle très important sur cet aspect aux écoles publiques, mais on s'est bien vite rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Monseigneur Rivet caractérise plutôt cette tentative comme étant une illusion, parce que plusieurs pensaient justement qu'ils faisaient leur devoir et qu'ils éduquaient convenablement les jeunes, mais c'était faux selon Monseigneur Rivet. C'est toutefois, selon lui, aux parents que revient justement le mandat le plus important en termes d'éducation de la religion et de la foi. Et si les parents ne sont pas impliqués justement dans ce processus, eh bien le milieu religieux n'est pas en mesure de fournir toutes les ressources nécessaires aux jeunes. Et je vous l'invite à écouter à ce propos. Si les parents ne sont pas impliqués, on travaille dans le vide. Ce n'est pas la société qui va soutenir la foi de nos jeunes. Ce n'est pas l'école maintenant, mais c'est la famille. Et quand Monseigneur Rivet mentionne que les parents ont un rôle important à jouer à ce propos, eh bien, il tient toutefois à souligner qu'ils ne peuvent pas tout leur enseigner à leurs enfants parce qu'ils ne sont pas équipés pour le faire. Il mentionne toutefois qu'il est important pour les parents de seulement éduquer les jeunes à la base, finalement, de la religion catholique afin de transmettre les signes et les symboles religieux à leurs enfants. Et par ailleurs, l'élection du nouveau pape François Ier en mars 2013 a mené un vent de renouveau au sein de l'Église. Tout à fait, Laurie. Monseigneur Rivet soutient que son arrivée a été très bénéfique pour le diocèse de Chicoutimi. Selon lui, il a amené un vent de fraîcheur au niveau de la proximité qu'il prône entre l'Église et la population. Il ajoute également qu'on lui parle de François Ier, le nouveau pape, à chaque jour autour de lui. Et même si les résultats tardent un peu à se faire sentir à travers les différentes paroisses du Québec, il demeure convaincu que le pape François Ier saura redonner les lettres de noblesse finalement à l'Église qu'elle avait auparavant. Eh bien, merci beaucoup, Samuel. Ça fait plaisir, Laurie. Durant les 10 premiers mois de l'année 2014, pas moins de 232 vols de véhicules ont été déclarés au service de police de Saguenay. En moyenne, une voiture est volée chaque jour à Saguenay, incluant les vols non déclarés. Yoann Corley-Savard, le service de police de Saguenay, a commencé le 6 décembre son intervention préventive sur l'importance de barrer les portes de son véhicule. Effectivement, Laurie, sur une centaine de véhicules. Sur une centaine de véhicules vérifiés ce matin par le service de police de Saguenay, plus d'une dizaine n'avaient pas leur portière verrouillée. Depuis le début de l'opération, plus de 1100 véhicules ont été vérifiés par les patrouilleurs du service de police. Ces derniers ont remis plus de 80 constats de courtoisie, ce qui représente plus de 7 % des véhicules vérifiés. Selon le porte-parole du service de police de Saguenay, Bruno Cormier, cela représente bien une grosse problématique sur notre territoire. On a décidé d'effectuer ces opérations, c'est parce qu'il y a une problématique sur notre territoire, une problématique qui existe depuis plusieurs années et qui a beaucoup trop de vols présentement sur notre territoire à l'intérieur des véhicules. En 2012, 354 cambriolages de voitures ont été déclarés au service de police de Saguenay. Ce nombre a toutefois diminué l'an dernier pour atteindre 292. Selon le service de police de la ville, la majorité des vols sont cependant commis dans les cours privées et en bordure des résidences. Dans 99 % des cas de vol de voitures commis dans les dernières années, les portières des véhicules cambriolés n'étaient pas verrouillées. Pourtant, un simple geste, barrer votre véhicule, on vient presque à mettre à néant, à zéro le nombre de vols ici à Saguenay concernant les vols dans les véhicules. L'intervention préventive du service de police de Saguenay se poursuit jusqu'au 12 décembre. Les patrouilleurs parcourront plusieurs autres endroits de la ville dans les prochains jours pour remettre des constats de courtoisie. Dès samedi, le 13 décembre, le service de police de Saguenay remettra de vraies contraventions au montant de 57 $ aux véhicules non verrouillés. Yoann Corley-Savard, ATM Nouvelles, Saguenay. Grosse nouvelle pour la boîte de production Jim and Jane de Saguenay qui va produire le premier long-métrage de l'acteur Jonquière Roy, Jean-Pierre Bergeron. Le tournage, qui devrait débuter en juillet 2015, sera presque entièrement réalisé dans la région. Pierre-Paul Biron, les intervenants étaient tous fiers et très excités par le projet lors de la conférence de presse qui se tenait ce matin.
Oui, tout à fait, Laurie. Les deux cofondateurs de Jim & Jane Productions étaient très excités par cette annonce. Ils étaient aussi très honorés de pouvoir réaliser ce premier projet de long métrage complètement dans leur région natale. Donc oui, tout le monde était très excité. Et comment les deux parties en sont-ils venus à travailler ensemble? Eh bien, c'est tout à fait le hasard qui a réuni Jean-Pierre Bergeron et l'équipe de Jim & Jane. C'est un ami commun, en fait, qui les a présentés. Et pour Jean-Pierre Bergeron, eh bien, le déclic s'est fait tout seul. C'est l'équipe de Jim & Jane Productions qui devait réaliser son premier long métrage. Du côté de Stéphanie Gagné de l'équipe de Jim & Jane, eh bien, c'est sûr que ce premier long métrage représente beaucoup d'incertitudes, beaucoup de stress, mais aussi, elle sent que son équipe est très bien encadrée, comme elle nous l'expliquait lors de la conférence de presse ce matin. Fait que ça nous a donné la confiance de dire, ben, OK, go, on fonce, on connaît notre métier, on sait ce qu'on a à faire. Quand on aura besoin d'avoir de l'aide extérieure, ben, on aura des gens aussi qualifiés à l'extérieur pour nous aider. Donc, non, c'est vraiment un beau cadeau que Jean-Pierre nous fait, et à la région également, pas juste à nous, mais à la région. Les gens de Jim & Jane ont aussi profité de la conférence de presse pour annoncer la participation financière de la Ville de Saguenay au projet. Oui, en effet, Laurie, le conseiller municipal du secteur Arvida, Carl Dufour, qui était présent à la conférence de presse ce matin, il en a profité pour annoncer un support financier à la hauteur de 25 000 $ provenant de la Ville de Saguenay pour le projet de long métrage qui s'intitulera Hitchhiking in the Dark. Donc, pour le conseiller Dufour, il y a plusieurs aspects, plusieurs critères qui sont entrés en ligne de compte permettant l'appui de Ville Saguenay. Je vous laisse l'écouter. Plusieurs éléments ont été pris en considération. Naturellement, c'est le fait que l'intrigue du film va se passer, comme j'ai dit tantôt, naturellement, presque en grande partie dans mon secteur, dans le secteur Arvida, puis qu'il mettra en valeur des attraits touristiques du secteur et de la région notamment. Et comment se déroule le reste du financement? Eh bien, les producteurs du film qui ont besoin de 900 000 $ pour compléter le financement du projet. Donc, au cours des prochaines semaines, on fera des tentatives, on fera des demandes au sein de gens d'affaires de la région et on veut aussi aller chercher d'autres partenaires de services. Donc, le financement qui reste à compléter. Mais au total, ce sera un film avec un budget de 900 000 $. C'est très peu si on compare aux autres productions québécoises qui, en moyenne, ont des financements, des budgets d'environ 3 millions de $. Et on veut aussi tenter la possibilité d'aller vers le sociofinancement, donc demander de l'appui de citoyens qui voudraient participer au financement du film. Et finalement, l'équipe de production désire débuter le tournage en juillet 2015. Quelles sont les étapes à compléter avant d'en arriver là? Eh bien, d'ici là, bien sûr, il faudra compléter le financement comme on en a parlé. On devra aussi ensuite compléter le casting parce que les gros noms ont été annoncés. On sait que Roy Dupuis, Guylaine Tremblay et Emmanuel Bilodeau feront partie de la distribution, mais il reste maintenant les autres acteurs à trouver. Et on devra aussi faire les réservations et les locations des lieux de tournage qui seront majoritairement situés dans le secteur d'Arvida. Eh bien, merci beaucoup, Pierre-Paul. C'est un plaisir pour moi, Laurie. Pour continuer sur le sujet, ma collègue Camille Froment-Bouchard s'est entretenue avec Jean-Pierre Bergeron sur le plateau. Bonjour, Monsieur Bergeron. Bonjour, Mme Bouchard. Donc, tout d'abord, que raconte l'histoire de Hitchhiking in the Dark? Alors, c'est une histoire qui est en lien avec deux causes qui sont très importantes pour moi puis pour beaucoup de gens. La lutte contre l'homophobie et aussi contre l'intimidation dirigée vers toutes sortes de personnes. Et il y a deux garçons de Jonquière, deux jeunes adolescents, et le personnage principal découvre et apprend difficilement à vivre un peu avec son orientation sexuelle. Et les deux petits gars se mettent à espionner les Anglais d'Arvida et ils font toutes sortes de découvertes. Il y a Roy Dupuis qui, lui, joue un ingénieur américain que Alcan a fait venir, donc à Arvida, et qui, lui, est un homosexuel et qui, à cause de l'homophobie, clairement, c'est un sujet qui me touche parce que j'en bégaye un peu, puis c'est correct. Lui, donc, il est embarqué dans un mariage, c'est pas de sa faute, mais mensonger, parce que pour lui, il n'y avait pas d'autre solution que de se marier. Et c'est un mariage très, très, très douloureux. Et donc, c'est certains des éléments principaux. Il y a Guylaine Tremblay et Emmanuel Bilodeau qui vont jouer les parents francophones du jeune Dominique. Alors voilà. Puis pourquoi c'était important pour vous de traiter de ces deux sujets-là? Pour des raisons
personnel, moi, j'ai vécu beaucoup d'intimidation quand j'étais enfant, adolescent. J'ai aussi beaucoup souffert d'homophobie. Je tiens à dire cependant, puis c'est vraiment important pour moi de dire que je sais que je ne suis pas le seul à avoir une différence, puis qu'il y a beaucoup d'autres sortes de différences, puis je sais que c'est un parmi plusieurs problèmes qu'on a comme société, un problème qui commence à s'arranger des fois dans certaines situations. Puis moi, je ne fais pas du tout un film à règlement de compte. C'est avec beaucoup de respect et de considération pour toutes les personnes avec qui j'ai vécu mon enfance, mon adolescence, que je présente ce film. Et donc, voilà. Puis vous avez mentionné tout à l'heure qu'il y aura entre autres Guylaine Tremblay, Roy Dupuis et Emmanuel Bilodeau dans la distribution. Qu'est-ce qu'ils vont apporter selon vous dans le long métrage? Bien, d'abord, c'est des grands artistes. Roy Dupuis, c'est quelqu'un qui est très inspiré. C'est quelqu'un avec qui j'ai un bon lien artistique. On a fait Les Doigts croches ensemble de Ken Scott. Et puis, Guylaine Tremblay, pour moi, c'était un choix inévitable parce que je suis très reconnaissant de son intérêt d'ailleurs, parce que je pense que c'est probablement la meilleure actrice qu'on a au Québec, ou une des quelques meilleures. C'est de manière, vous savez, la meilleure, ça n'existe pas, mais on s'entend que Guylaine, c'est Guylaine. Oui. Puis elle nous touche beaucoup. Puis il y a Emmanuel Bilodeau aussi, qui est quelqu'un d'exceptionnel. Fait que voilà. Vous avez mentionné aussi un peu plus tôt dans une conférence de presse que le film serait presque entièrement régional. Est-ce important pour vous? Oui, c'est très important. Premièrement, je vous dirais que le film va être meilleur. À une certaine époque, on pensait tourner la moitié du film au Saguenay. Mais là, finalement, on tourne tout au Saguenay, sauf 2 petites scènes. On a besoin d'un décor naturel à Sainte-Anne-de-Beaupré, puis un autre dans le Vieux-Montréal. Puis, rapidement, je pense que ça va faire un meilleur film si on est au Saguenay presque tout le temps. Et s'il y a justement cette participation très organique. Alors, donc, il y a cet élément-là. Aussi, c'est important parce que ça se passe au Saguenay. Puis, pour moi, bien, vous savez, mes coachs, mes mentors, comme auteur-réalisateur, évidemment, ils m'encouragent à être le plus authentique que je peux. Alors, donc, moi, dans mon imaginaire, Arvida est très présent et ça fait partie du film. Alors, pour toutes ces raisons-là, puis aussi parce qu'il y a beaucoup de compétences au Saguenay dans le domaine de l'industrie cinématographique, télévisuelle. Ce n'est pas comme quand moi j'avais votre âge, c'est très, très, très différent. Alors, je pense que ce tournage-là, et c'est aussi ce que Ville-Saguenay pense, va amener d'autres tournages au Saguenay. Et donc, voilà. Puis si on revient un peu en arrière, en 1960, l'anglais, c'était très important à Arvida. Rapidement, quelle est l'importance de l'anglais dans le film? Est-ce qu'il va avoir une place de l'anglais dans le film? Oui, absolument. Alors, vous savez, à cette époque-là, Hollywood était omniprésent, et plus qu'aujourd'hui d'ailleurs. Et les petits garçons, donc, ils voient dans sa vision d'enfant ou de jeune adolescent, ils voient les Anglais d'Arvida comme si c'était un film d'Hollywood. Et donc, ce qui fait que, et quand il se rapproche d'eux, donc il en vient à s'exprimer plus en anglais avec eux. Et donc, ceci est très présent dans le film. OK. Puis, en terminant rapidement, est-ce qu'on peut... c'est quand la date du tournage? Quand est-ce que ça va commencer? Oui, alors donc, on cible le 25 juillet jusqu'à septembre 2015. Parfait. Je vous remercie beaucoup, M. Bergeron. C'est moi qui vous remercie. C'était Camille Froment-Bouchard qui s'entretenait avec le réalisateur Jean-Pierre Bergeron. Des autocollants racistes à l'insigne de la Fédération des Québécois de souche ont été collés sur la vitrine du commerce Mon Afrique au Saguenay. Le propriétaire du commerce situé sur la rue Racine à Chicoutimi, Marcelin Bazaille, s'est dit déçu et attristé de ces gestes qui nuisent à son intégration au Québec. Il ne s'agit pas de la première fois que le commerce est victime de vandalisme. Le 10 janvier prochain, la collecte Sapin de bon sang reviendra pour une 3e année consécutive. Un geste important, comme le souligne la porte-parole de l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Diane Bouchard. Après les fêtes, on a consommé, on s'est amusé. Est-ce qu'on peut faire tous ensemble un premier geste pour faire un cadeau à l'environnement après Noël, récupérer notre sapin naturel?
À la météo, Juliane Yaski, du grésil est-il à prévoir ce soir? Oui, en effet, Laurie, on en attend jusqu'aux petites heures du matin à Saguenay. On aura également de la poudrerie et des rafales qui iront jusqu'à 60 km/h. Un maximum de 0 degré et une accumulation de 5 cm est également à prévoir ce soir et demain. Vendredi, on aura un temps plus doux avec un maximum de 2 degrés et une pluie intermittente. Au lac Saint-Jean maintenant, on aura un temps stable avec moins 4 degrés ce soir, avec de la poudrerie et des rafales qui iront jusqu'à 50 km/h. Une accumulation de 5 cm de neige est aussi à prévoir. Demain maintenant, on aura encore quelques centimètres de neige avec des rafales de 40 km/h et un maximum de 1 degré en après-midi. Vendredi, ce sera nuageux avec 40 % de probabilité d'averse et un maximum de 1 degré. Voilà, Laurie, c'est ce qu'on attend dans les prochaines heures. C'est ce qui termine le Web Journal pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Bonne soirée.